Daniel 1,19. J'avais 2 heures d'attente à l'aéroport de Madrid avant l'embarquement du vol pour Almeria. Ces 2 heures suffirent à balayer l'état d'étrangeté abstraite dans lequel m'avait laissé le séjour chez les Élohimites et à me replonger intégralement dans la souffrance, comme on entre pas à pas dans une eau glacée. En remontant dans l'avion, malgré la chaleur ambiante, je tremblais déjà littéralement d'angoisse. Esther savait que je repartais le jour même et il m'avait fallu un effort énorme pour ne pas lui avouer que j'avais 2 heures d'attente à l'aéroport de Madrid. La perspective de l'entendre me dire que c'était trop court pour 2 heures, le trajet en taxi, m'étant à peu près insupportable. Il n'empêche que pendant ces 2 heures, errant entre les magasins de CD qui faisaient une promotion éhontée du dernier disque de David Bisbal, elle avait figuré assez dénudée dans un des clips récents du chanteur, les puntas de fumadores et les boutiques de Frank Jennifer. J'avais la sensation de plus en plus insoutenable de percevoir son jeune corps érotisé dans une robe d'été traverser les rues de la ville, à quelques kilomètres de là, sous le regard admiratif des garçons. Je m'arrêtai à Tap Tap Tapaz et commandai des saucisses écœurantes baignant dans une sauce très grasse que j'accompagnai de plusieurs bières. Je sentais mon estomac se gonfler, se remplir de merde, et l'idée me traversa d'accélérer consciemment le processus de destruction, de devenir vieux, répugnant et obèse pour mieux me sentir définitivement indigne du corps d'Esther. Au moment où j'entamais ma quatrième Mahou, la radio du bar diffusa une chanson. Je ne connaissais pas l'interprète, mais ce n'était pas David Bisbal, plutôt un latino traditionnel, avec ses tentatives de vocalise que les jeunes Espagnols trouvaient à présent ridicules. Un chanteur pour ménagère plutôt qu'un chanteur pour minette en somme. Toujours est-il que le refrain était Mujer es fatal. Et je me rendis compte que cette chose si simple, si niaise, je ne l'avais jamais entendue exprimer aussi exactement, et que la poésie, lorsqu'elle parvenait à la simplicité, était une grande chose. The big thing, décidément. Le mot fatal en espagnol convenait à merveille. Je n'en voyais aucun autre qui corresponde mieux à ma situation. C'était un enfer authentique. J'étais moi-même rentré dans le piège. J'avais souhaité y rentrer, mais je ne connaissais pas la sortie et je n'étais même pas certain de vouloir sortir. C'était de plus en plus confus dans mon esprit, si tant est que j'en eusse un. J'avais en tout cas un corps souffrant et ravagé par le désir. De retour à San José, je me couchai immédiatement, après avoir absorbé une dose de somnifère massive. Les jours suivants, je ne fis qu'errer de pièce en pièce dans la résidence. J'étais immortel, certes, mais pour l'instant, ça ne changeait pas grand-chose. Esther n'appelait toujours pas, et c'était la seule chose qui paraissait avoir de l'importance. Écoutant par hasard une émission culturelle à la télévision espagnole, c'était plus qu'un hasard d'ailleurs, c'était un miracle, car les émissions culturelles sont rares à la télévision espagnole. Les Espagnols n'aiment pas du tout les émissions culturelles, ni la culture en général. C'est un domaine qui leur est profondément hostile. On a parfois l'impression, en parlant de culture, qu'on leur fait une sorte d'offense personnelle. J'appris que les dernières paroles d'Emmanuel Kant sur son lit de mort avaient été « C'est suffisant ». Immédiatement, je fus saisi d'une crise de rire douloureux, accompagné de maux d'estomac, qui se prolongèrent pendant 3 jours, au bout desquels je me mis à vomir de la bile. J'appelai un médecin qui diagnostiqua un empoisonnement, m'interrogea sur mon alimentation des derniers jours et me recommanda d'acheter des laitages. J'achetai des laitages et le soir même je retournai au Diamond Nights qui m'avait laissé le souvenir d'un établissement honnête où l'on ne pouvait pas exagérément à la consommation.
Il y avait une trentaine de filles autour du bar, mais seulement 2 clients. J'ai opté pour une Marocaine qui ne pouvait guère avoir plus de 17 ans. Ses gros seins étaient bien mis en valeur par le décolleté et j'ai vraiment cru que ça allait marcher. Mais une fois dans la chambre, j'ai dû me rendre à l'évidence. Je ne bandais même pas assez pour qu'elle puisse me mettre un préservatif. Dans ces conditions, elle refusa de me sucer, et alors quoi? Elle finit par me branler, son regard obstinément fixé sur un coin de la pièce. Elle y allait trop fort, ça faisait mal. Au bout d'une minute, il y eut un petit jet translucide. Elle lâcha ma bite aussitôt. Je me rajustai avant d'aller pisser. Le lendemain matin, je reçus un fax du réalisateur de Diogène le Cynique. Il avait entendu dire que je renonçais au projet. Les échangistes de l'autoroute. Il trouvait ça vraiment dommage. Lui-même se sentait prêt à assumer la réalisation si j'acceptais d'écrire le scénario. Il devait passer à Madrid la semaine suivante. Il me proposait de se voir pour en parler. Je n'étais pas vraiment en contact régulier avec ce type. En fait, ça faisait plus de 5 ans que je ne l'avais pas vu. En entrant dans le café, je m'aperçus que j'avais complètement oublié à quoi il pouvait ressembler. Je m'assis à la première table venue et commandai une bière. 2 minutes plus tard, un homme d'une quarantaine d'années, petit, rondouillard, aux cheveux frisés, vêtu d'un étonnant blouson de chasse kaki à poches multiples, s'arrêta devant ma table, tout sourire, son verre à la main. Il était mal rasé, son visage respirait la roublardise et je ne le reconnaissais toujours pas. Je l'invitai malgré tout à s'asseoir. Mon agent lui avait fait lire ma note d'intention et la séquence pré-générique que j'avais développée, dit-il. Il trouvait le projet d'un intérêt tout à fait exceptionnel. J'acquiesçai machinalement en jetant un regard en coin à mon portable. En arrivant à l'aéroport, j'avais laissé un message à Esther pour la prévenir que j'étais à Madrid. Elle rappela au moment opportun, alors que je commençais à m'enferrer dans mes contradictions et promit de passer dans une dizaine de minutes. Je relevai les yeux vers le réalisateur. Je n'arrivais toujours pas à me souvenir de son nom, mais je me rendis compte que je ne l'aimais pas. Je n'aimais pas non plus sa vision de l'humanité. Et plus généralement, je n'avais rien à faire avec ce type. Il me proposait maintenant de travailler en collaboration sur le scénario. Je sursautai à cette idée. Il s'en aperçut, fit machine arrière, m'assura que je pouvais parfaitement travailler seul si je préférais, qu'il me faisait toute confiance. Je n'avais aucune envie de me lancer dans ce scénario à la con, je voulais juste vivre encore un petit peu si la chose était possible, mais je ne pouvais pas lui en parler ouvertement. Ce type avait tout de la langue de vipère. La nouvelle ne tarderait pas à faire le tour de la profession, et pour d'obscures raisons, peut-être simplement par fatigue, il me paraissait encore nécessaire de donner le change quelques mois. Afin d'alimenter la conversation, je lui racontai l'histoire de cet Allemand qui en avait dévoré un autre, rencontré par Internet. D'abord, il lui avait sectionné le pénis, puis l'avait fait frire avec des oignons et ils l'avaient dégusté ensemble. Il l'avait ensuite tué avant de le couper en morceaux qu'il avait stocké dans son congélateur. De temps en temps, il sortait un morceau, le décongelait et le faisait cuire. Il utilisait à chaque fois une recette différente. Le moment de la mendication commune du pénis avait été une expérience religieuse intense. De réelles communions entre lui et sa victime, avait-il déclaré aux enquêteurs. Le réalisateur m'écoutait avec un sourire à la fois bénin et cruel, s'imaginant probablement que je comptais intégrer ces éléments dans mon travail en cours, se réjouissant déjà des images répugnantes qu'il allait pouvoir en tirer. Heureusement, Esther arriva, souriante, sa jupe d'été plissée tourbillonnant autour de ses cuisses, et se jeta dans mes bras avec un abandon qui me fit tout oublier. Elle s'assit et commanda un diabolo menthe, attendant sagement que notre conversation s'achève. Le réalisateur lui jetait de temps à autre des regards appréciateurs. Elle avait posé les pieds sur la chaise en face d'elle, écarté les jambes, elle ne portait pas de culotte.
Et tout cela semblait naturel et logique, une simple conséquence de la température ambiante. Je m'attendais d'un instant à l'autre à ce qu'elle s'essuie la chatte avec une des serviettes en papier du bar. Enfin, il prit congé. Nous nous promîmes de garder le contact. 10 minutes plus tard, j'étais en elle et j'étais bien. Le miracle se reproduisait aussi fort qu'au premier jour, et je crus encore, pour la dernière fois, qu'il allait durer éternellement. L'amour non partagé est une hémorragie. Pendant les mois qui suivirent, alors que l'Espagne s'installait dans l'été, j'aurais encore pu me prétendre à moi-même que tout allait bien, que nous étions à égalité dans l'amour, mais je n'avais malheureusement jamais été très doué pour me mentir. 2 semaines plus tard, elle vint me rendre visite à San José, et si elle me prêtait toujours son corps avec autant d'abandon, aussi peu de retenue, je remarquai également que de plus en plus fréquemment, elle s'éloignait de quelques mètres pour parler dans son portable. Elle riait beaucoup dans ses conversations, plus souvent qu'avec moi. Elle promettait d'être bientôt de retour, et l'idée que j'avais eue de lui proposer de passer l'été en ma compagnie apparaissait de plus en plus nettement dénuée de sens. C'est presque avec soulagement que je la reconduis à l'aéroport. J'avais évité la rupture, nous étions encore ensemble, comme on dit, et la semaine suivante, c'est moi qui me déplaçais à Madrid. Elle sortait encore souvent, je le savais, dans des boîtes, et passait parfois la nuit entière à danser. Mais jamais elle ne me proposa de l'accompagner. Je l'imaginais répondant à ses amis qui lui offraient de sortir. Non, pas ce soir. Je suis avec Daniel. Je connaissais maintenant la plupart d'entre eux, beaucoup étaient étudiants ou acteurs, souvent dans le genre groove, cheveux mi-longs et vêtements confortables. Certains, au contraire, surjouaient sur un mode humoristique le style macho et Latin lover. Mais tous étaient évidemment jeunes. Comment auraient-ils pu en être autrement? Combien d'entre eux, me demandais-je parfois, avaient-ils pu être ses amants? Elle ne faisait jamais rien qui puisse me mettre mal à l'aise, mais je n'ai jamais eu non plus le sentiment de faire véritablement partie de son groupe. Je me souviens d'un soir, il pouvait être 22 heures. Nous étions une dizaine réunis dans un bar et tous parlaient avec animation des mérites de différentes boîtes, les unes plus house, d'autres plus trans. Depuis 10 minutes, j'avais horriblement envie de leur dire que je voulais moi aussi entrer dans ce monde, m'amuser avec eux, aller jusqu'au bout de la nuit. J'étais prêt à les implorer de m'emmener. Puis, accidentellement, j'aperçus mon visage se reflétant dans une glace et je compris. J'avais la quarantaine bien sonnée, mon visage était soucieux, rigide, marqué par l'expérience de la vie, les responsabilités, les chagrins. Je n'avais pas le moins du monde la tête de quelqu'un avec qui on aurait pu envisager de s'amuser. J'étais condamné. Pendant la nuit, après avoir fait l'amour avec Esther, et c'était la seule chose qui marchait encore vraiment bien, c'était sans doute la seule part juvénile inentamée de moi-même, contemplant son corps blanc et lisse qui reposait dans la clarté lunaire, je repensais avec douleur à Gros Cul. Si je devais, suivant la parole de l'Évangile, être mesuré avec la mesure dont je m'étais servi, alors j'étais bien mal parti, car il ne faisait aucun doute que je m'étais comporté avec Gros Cul de manière impitoyable. Non que la pitié d'ailleurs aurait pu servir à quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par compassion, mais bander, non, cela n'est pas possible. À l'époque où je rencontrais Gros Cul, je pouvais avoir 30 ans et je commençais à avoir un certain succès. Pas encore véritablement grand public, mais enfin quand même, un succès d'estime. Je remarquai vite cette grosse femme blafarde qui venait à tous mes spectacles, s'asseyait au premier rang, me tendait à chaque fois son carnet d'autographes à signer. Il lui fallut à peu près 6 mois pour se décider à m'adresser la parole, encore que non, je crois que finalement c'est moi qui pris l'initiative. C'était une femme cultivée, elle enseignait la philosophie dans une université parisienne, et réellement je ne me suis pas méfié du tout. Elle me demanda l'autorisation de publier une retranscription commentée de mes sketchs dans le cahier d'études phénoménologiques. Naturellement, j'acceptai. J'étais un peu flatté, je l'admets. Après tout, je n'avais pas dépassé le bac et elle me comparait à Kierkegaard. Nous avons échangé une correspondance Internet pendant quelques mois,
progressivement les choses ont commencé à dégénérer, j'ai accepté une invitation à dîner chez elle. J'aurais dû me méfier tout de suite quand j'ai vu sa robe d'intérieur. J'ai quand même réussi à partir sans lui infliger d'humiliation trop lourde. Enfin, c'est ce que j'avais espéré. Mais dès le lendemain commencèrent les premiers emails pornographiques. Ah, te sentir enfin en moi. Sentir ta tige de chair écarter ma fleur. C'était affreux. Elle écrivait comme Gérard de Villiers. Elle n'était vraiment pas bien conservée, elle faisait plus, mais en réalité, elle n'avait que 47 ans au moment où je l'avais rencontrée. Exactement le même âge que moi au moment où j'avais rencontré Esther. Je sautai du lit à la seconde où j'en pris conscience, haletant d'angoisse, et je me mis à marcher de long en large dans la chambre. Esther dormait paisiblement. Elle avait écarté la couverture. Mon Dieu, qu'elle était belle! Je m'imaginais alors, et 15 ans plus tard, j'y repensais encore avec honte, avec dégoût. Je m'imaginais qu'à partir d'un certain âge, le désir sexuel disparaît, qu'il vous laisse du moins relativement tranquille. Comment avais-je pu, moi qui me prétendais un esprit acéré, caustique, comment avais-je pu former en moi une illusion aussi ridicule? Je connaissais la vie en principe, j'avais même lu des livres. Et s'il y avait un sujet simple, un sujet sur lequel, comme on dit, tous les témoignages concordent, c'était bien celui-là. Non seulement le désir sexuel ne disparaît pas, mais il devient avec l'âge de plus en plus cruel, de plus en plus déchirant et insatiable. Et même chez les hommes, au demeurant assez rares, chez lesquels disparaissent les sécrétions hormonales, l'érection et tous les phénomènes associés, l'attraction pour les jeunes corps féminins ne diminue pas. Elle devient, et c'est peut-être encore pire, causa mentale et désir du désir. Voilà la vérité, voilà l'évidence, voilà ce qu'avaient inlassablement répété tous les auteurs sérieux. J'aurais pu, à l'extrême limite, opérer un cunilingus sur la personne de gros cul. J'imaginais mon visage s'aventurant entre ses cuisses flasques, ses bourrelets blafards, essayant de ranimer son clitoris pendant. Mais même cela, j'en avais la certitude, n'aurait pas pu suffire, et n'aurait peut-être même fait qu'aggraver ses souffrances. Elle voulait, comme tant d'autres femmes, elle voulait être pénétrée. Elle ne se satisferait pas à moins, ce n'était pas négociable. Je pris la fuite, comme tous les hommes placés dans les mêmes circonstances, je pris la fuite. Je cessai de répondre à ses mails, je lui interdis l'accès de ma loge. Elle insista pendant des années, 5, peut-être 7. Elle insista pendant un nombre d'années effroyable. Je crois qu'elle insista jusqu'au lendemain de ma rencontre avec Isabelle. Je ne lui avais évidemment rien dit, je n'avais plus aucun contact. Peut-être est-ce qu'au bout du compte, l'intuition existe. L'intuition féminine, comme on dit. C'est en tout cas le moment qu'elle choisit pour s'éclipser, pour sortir de ma vie, et peut-être de la vie tout court, comme elle m'en avait, à de nombreuses reprises, menacé. Au lendemain de cette nuit pénible, je pris le premier vol pour Paris. Esther s'en montra légèrement surprise, et elle pensait que je passerais toute la semaine à Madrid, et moi aussi d'ailleurs, c'est ce que j'avais prévu. Je ne comprenais pas très bien la raison de ce départ subit. Peut-être est-ce que je voulais faire le malin, montrer que j'avais moi aussi ma vie, mes activités et mon indépendance. Auquel cas c'était raté. Elle ne se montra pas le moins du monde émue, ni déstabilisée par la nouvelle. Elle dit « bueno » et ce fut tout. Je crois surtout que mes actes n'avaient plus réellement de sens, que je commençais à me comporter comme un vieil animal blessé à mort, qui charge dans toutes les directions, se heurte à tous les obstacles, tombe et se redresse, de plus en plus furieux, de plus en plus affaibli, affolé et enivré par l'odeur de son propre sang. J'avais pris pour prétexte l'envie de revoir Vincent, c'est ce que j'avais expliqué à Esther, mais ce n'est qu'en atterrissant à Roissy que je me rendis compte que j'avais réellement envie de le revoir. Là non plus, je ne sais pas pourquoi, peut-être simplement pour vérifier que le bonheur est possible. Il s'était réinstallé avec Suzanne dans le pavillon de ses grands-parents, dans le pavillon où il avait finalement vécu toute sa vie.
Nous étions début juin, mais le temps était gris et le décor de briques rouges, quand même, sinistre. Je fus surpris par les noms sur l'étiquette de la boîte à lettres. Suzanne Longfellow. D'accord, mais Vincent McCoy? Eh oui, le prophète s'appelait McCoy, Robert McCoy, et Vincent n'avait plus le droit de reprendre le nom de sa mère. Le nom de McCoy lui avait été attribué par circulaire, parce qu'il en fallait un en attendant une décision de justice. Je suis une erreur, m'avait dit une fois Vincent en faisant allusion à sa filiation avec le prophète. Peut-être, mais ses grands-parents l'avaient accueilli et chéri comme une victime. Ils avaient été amèrement déçus par l'égoïsme jouisseur et irresponsable de leur fils. C'était du reste celui de toute une génération avant que les choses tournent mal et que l'égoïsme seul demeure, la jouissance une fois envolée. Ils l'avaient accueilli en tout cas. Ils lui avaient ouvert les portes de leur foyer et c'était une chose par exemple que je n'aurais jamais faite pour mon propre fils. La pensée même de vivre sous le même toit que ce petit trou du cul m'aurait été insupportable. Nous étions simplement, lui comme moi, des gens qui n'auraient pas dû être. Au contraire, par exemple, de Suzanne, qui vivait maintenant dans ce décor ancien, chargé, lugubre, si loin de sa Californie natale, et qui s'y était tout de suite sentie bien. Elle n'avait rien jeté. Je reconnaissais les photos de famille dans leur cadre, les médailles du travail du grand-père et les taureaux articulés souvenirs d'un séjour sur la Costa Brava. Elle avait peut-être aéré, acheté des fleurs. Je ne sais pas, je n'y connais rien. J'ai toujours pour ma part vécu comme à l'hôtel. Je n'ai pas l'instinct du foyer. En l'absence de femme, je crois que c'est une chose à laquelle je n'aurais même jamais songé. En tout cas, c'était une maison maintenant où l'on avait l'impression que les gens pouvaient être heureux. Elle avait le pouvoir de faire cela. Elle aimait Vincent, je m'en rendis compte tout de suite, c'était une évidence. Et surtout, elle aimait. Sa nature était d'aimer, comme la vache de paître, ou l'oiseau de chanter, ou le rat de renifler. Ayant perdu son ancien maître, elle s'en était presque instantanément trouvé un nouveau. Et le monde autour d'elle s'était de nouveau chargé d'une évidence positive. Je dînai avec eux et ce fut une soirée agréable, harmonieuse, avec très peu de souffrance. Je n'eus pas le courage cependant de rester dormir, et je repartis vers 11 heures après avoir retenu une chambre au Lutetia. À la station Montparnasse, bienvenue, je repensais à la poésie, probablement parce que je venais de revoir Vincent, et que ça me ramenait toujours à une plus claire conscience de mes limites. L'imitation créatrice d'une part, mais aussi l'imitation dans l'amour. Il faut dire que je passais à ce moment devant une affiche Poésie RATP, plus précisément devant celle qui reproduisait L'amour libre d'André Breton, et que quel que soit le dégoût que puisse inspirer la personnalité d'André Breton, quelle que soit la sottise du titre, piteuse antinomie qui ne témoignait, outre d'un certain ramollissement cérébral, que de l'instinct publicitaire qui caractérise et finalement résume le surréalisme, il fallait le reconnaître. L'imbécile, en l'occurrence, avait écrit un très beau poème. Je n'étais pas le seul, pourtant, à éprouver certaines réserves. Et le surlendemain, en repassant devant la même affiche, je m'aperçus qu'elle était maculée d'un graffiti qui disait « Au lieu de vos poésies à la con, vous feriez mieux de nous mettre des rames aux heures de pointe. » Ce qui suffit à me plonger dans la bonne humeur pendant toute l'après-midi et même à me redonner un peu de confiance en moi. Je n'étais qu'un comique, certes, mais j'étais quand même un comique. Le lendemain de mon dîner chez Vincent, j'avais averti la réception du Lutetia que je gardais la chambre probablement pour plusieurs jours. Ils avaient accueilli la nouvelle avec une courtoisie complice. Après tout, c'est vrai, j'étais une célébrité. Je pouvais parfaitement claquer mon pognon en prenant des Alexandra au bar avec Philippe Solers ou Philippe Bouvard. Peut-être pas Philippe Léotard, il était mort. Mais enfin, compte tenu de ma notoriété, j'aurais eu accès à ces trois catégories de Philippe. Je pouvais passer la nuit avec une pute slovène transsexuelle. Enfin, je pouvais mener une vie mondaine brillante. C'était même probablement ce qu'on attendait de moi. Les gens se font connaître par une ou deux productions talentueuses, pas plus,
C'est déjà suffisamment surprenant qu'un être humain ait une ou deux choses à dire. Ensuite, ils gèrent leur déclin plus ou moins paisiblement, plus ou moins douloureusement, c'est selon. Je ne fis rien de tout cela pourtant dans les jours qui suivirent. Par contre, dès le lendemain, je retéléphonai à Vincent. Il avait vite compris que le spectacle de son bonheur conjugal risquait de m'être pénible et proposa de me retrouver au bar de Lutetia. Il ne me parla, à vrai dire, que de son projet d'ambassade, devenu une installation dont le public serait composé des hommes du futur. Il avait commandé une limonade, mais ne toucha pas à son verre. De temps en temps, un people traversait le bar, m'apercevait, me faisait un signe de connivence. Vincent n'y prêtait aucune attention. Il parlait sans me regarder, sans même vérifier que je l'écoutais, d'une voix à la fois réfléchie et absente, un peu comme s'il parlait à un magnétophone ou qu'il témoignait devant une commission d'enquête. Au fur et à mesure qu'il m'expliquait son idée, je prenais conscience qu'il s'écartait peu à peu de son dessein initial, que le projet gagnait de plus en plus en ambition et qu'il visait maintenant à toute autre chose qu'à témoigner sur ce que un auteur pompier du XXe siècle avait cru bon d'appeler la condition humaine. Sur l'humanité, il y avait déjà, me fit-il remarquer, de nombreux témoignages qui concordaient dans leur constat lamentable. Le sujet, en somme, était connu. Calmement mais sans retour possible, il quittait les rivages humains pour voguer vers l'ailleurs absolu. Je ne me sentais pas capable de le suivre, et sans doute était-ce le seul espace où lui-même pouvait respirer. Sans doute sa vie n'avait-elle jamais eu d'autre objectif, mais alors c'était un objectif qu'il devrait poursuivre seul. Seul, cela dit, il l'avait toujours été. Nous étions plus les mêmes, insista-t-il d'une voix douce, nous étions devenus éternels. Certes, il nous faudrait du temps pour apprivoiser l'idée, pour nous la rendre familière. Il n'empêche que fondamentalement et dès maintenant, les choses avaient changé. Savant était resté à Lanzarote après le départ de l'ensemble des adeptes, avec quelques techniciens, et poursuivait ses recherches. Il finirait, cela ne faisait aucun doute, par aboutir. L'homme avait un cerveau de grande taille, un cerveau disproportionné par rapport aux exigences primitives engendrées par le maintien de la survie, par la quête élémentaire de la nourriture et du sexe. Nous allions enfin pouvoir commencer à l'utiliser. Aucune culture de l'esprit, me rappela-t-il, n'avait jamais pu se développer dans les sociétés à délinquance forte, simplement parce que la sécurité physique est la condition de la pensée libre, qu'aucune réflexion, aucune poésie, aucune pensée un tant soit peu créative n'a jamais pu naître chez un individu qui doit se préoccuper de sa survie, qui doit être constamment sur ses gardes. La conservation de notre ADN une fois assurée, devenu potentiellement immortel, nous allions, poursuivit-il, nous trouver dans des conditions d'absolue sécurité physique, dans des conditions de sécurité physique qu'aucun être humain n'avait jamais connues. Nul ne pouvait prévoir ce qui allait en résulter du point de vue de l'esprit. Cette conversation paisible et comme désengagée me fit un bien immense, et pour la première fois je me mis à penser à ma propre immortalité, à envisager les choses d'une manière un peu plus ouverte. Mais de retour dans ma chambre, je trouvai sur mon portable un message d'Esther qui disait simplement « À Monsieur », et je sentis de nouveau, incrusté dans ma chair, le besoin d'elle. La joie est si rare. Le lendemain, je repris l'avion pour Madrid.